Par la mobilisation générale, Gauthier Lebret, même la mobilisation de l'épargne privée. Alors, on va dire que c'est volontaire, ce sera volontaire. On demandera aux Français de faire un acte volontaire et de miser sur leur réarmement. Oui, j'espère qu'on va effectivement pas faire les poches des Français et non, ne pas leur prendre... ça sera de façon volontaire. Évidemment, la réorienter, comme on dit, réorienter l'épargne privée. Moi, je suis quand même fasciné par les gouvernements qui se suivent et qui sont incapables de faire 1 euro d'économie, qui sont incapables de dire on va réorienter la dépense publique, on va faire des économies dans tel ou tel secteur pour nous réarmer sur 10, 15, 20 ans. On a 2 budgets qui ont été présentés à l'Assemblée nationale, celui de Michel Barnier qui a été censuré, celui de François Bayrou qui est passé. Alors pour augmenter les impôts, il y a du monde, hein, même quand LR revient à Matignon, donc avec Michel Barnier, première mesure qui fuite, augmentation des impôts. Ensuite, avec François Bayrou, on a eu tout ce débat autour des milliardaires et notamment autour de Bernard Arnault. Même chose. Est-ce que quelqu'un est capable de citer une économie proposée par le gouvernement Bayrou et par M. Lombard, qui est donc à Bercy? C'est impossible parce que de toute façon, tout simplement, il n'y en a pas. Donc on vit avec un modèle social très généreux, sans doute trop généreux. On vit avec un train de vie de l'État, mais alors qui est proprement hallucinant, avec un nombre de fromages de la République qui ne servent strictement à rien, le Haut Commissariat au Plan, le CESE, j'en passe et des meilleurs, l'ARCOM par exemple aussi, 50 millions d'économies si on supprime l'ARCOM. Donc voilà, on veut mobiliser l'épargne, on veut réorienter l'épargne et on est incapable de faire une économie. Moi, ce qui m'intéresse effectivement, Henri Guénaud, c'est quel impact ça va avoir sur nous, sur les gens qui nous écoutent et nous regardent. Ils se disent bien qu'à un moment ou à un autre, c'est dans les fonds privés qu'on va venir taper, puisqu'on ne sait pas effectivement réduire l'endettement public ou faire des mesures d'économie sur les dépenses. Alors, allez-y. Pour une fois, je vais être en désaccord profond avec Monsieur Lebret. Voilà, avec Monsieur Lebret sur l'analyse budgétaire. Alors bien sûr, il ne faut pas augmenter les impôts. De toute façon, les Français ne veulent pas en payer davantage. Voilà, donc ça, il faut arrêter. On se souvient de la taxe sur l'essence qui a provoqué les gilets jaunes. Ça n'était pas grand-chose. Hein, et c'était la goutte qui faisait déborder le vase. Donc, tout ce que vous pourrez essayer de faire à partir de l'augmentation des impôts, d'abord affaiblira l'économie, donc affaiblira le rendement de l'impôt, et en plus provoquera des réactions violentes. Maintenant, les économies, ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts, et il faut se méfier du yaka. Bon, tout ce que vous avez cité est intéressant, mais ça fait quelques dizaines de millions. Non, le train de vie de l'État n'est... Oui, mais c'est pas avec ça qu'on va régler des problèmes qui... Oui, le modèle social français, je ne pense pas que ça se compte en millions. Des centaines de milliards. Donc, on peut pas raisonner comme ça. Et tous ceux qui pensent que yaka... Hein, on en reparlera peut-être dans le cours d'émission. On voit bien ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. On voit bien ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. On peut prendre la méthode Milley si on veut, mais... Voilà, c'est vraiment pas une solution et on en parlera tout à l'heure. Je reviens sur l'intervention de Monsieur Lombard. Voilà, de Monsieur Lombard qui mobiliser l'épargne privée des Français. Voilà, qui avant d'être ministre de l'économie et des finances était le patron de la Caisse des dépôts, le directeur général de la Caisse des dépôts. Donc il sait très bien que l'épargne des Français, celle dont il parle en particulier, elle est déjà investie. Alors réorienter, c'est bien, mais ça veut dire qu'on va sortir cette épargne. Je ne sais pas, est-ce qu'on va prendre l'épargne qu'on consacre au logement social ou, pour la mettre là, mais ça ne va pas créer un centime d'un euro de plus de ressources. Vous savez, tous ces gens qui nous ont parlé du Nouveau Monde sont en train de retomber dans le vieux monde, mais ils ont oublié ce que c'était. Il y a eu une époque où on faisait des emprunts de la défense nationale, et notamment en veille de guerre ou en temps de guerre, mais ça faisait sortir de l'argent qui était sous les matelas. Vous savez, c'était l'époque où il existait encore beaucoup d'argent thésaurisé. Une partie de l'épargne était thésaurisée, et celle-là, on pouvait la remettre dans le circuit. Là, il n'y en a plus sous les matelas. Il n'y en a pratiquement plus. Il y a juste le minimum d'encaisse nécessaire pour éventuellement, et encore de moins en moins, pour que les gens puissent faire leurs courses, mais ils la font de plus en plus avec des moyens de paiement électroniques. Donc, il n'y a aucun trésor caché sous les matelas qu'on peut essayer de remettre dans l'économie. Donc tout ça, ce sont des billevesées pour employer, pour parler comme Raymond Bombard parlait en son temps, c'est-à-dire que en fait il nous faut, on ne pourra pas prendre l'argent du réarmement sur le reste. Voilà, l'état de la société, l'état de l'économie ne le permet pas. Donc
il faut changer notre façon de voir les choses. Si vous voulez qu'il y ait plus d'argent dans les caisses de l'État, il faut remettre de l'ordre dans l'économie et dans la société. Et il faut, s'agissant de la politique de réarmement, que nous apprenions, comme savent très bien le faire les Américains, par exemple, à rendre productive nos dépenses de défense, à en faire des dépenses d'investissement. Ça, c'est un énorme travail. Et ça va être un autre sujet. Non, c'est le sujet là qu'il a. C'est le même sujet. Si vous voulez trouver l'argent, vous ne pouvez pas le prendre sur les autres, vous allez le prendre sur les retraités, comme le disent un certain nombre de gens. Mais c'est impensable. Édouard Tétrault, juste quand il dit mobiliser l'épargne privée, ça veut dire quoi concrètement? Rien. Alors, pour une fois, pour une fois, je suis presque d'accord avec Henri Guénaud. Alors, on va le développer. Grand jour. Non, le diable est dans les détails. En fait, si on veut aider nos industriels de la défense, pas les industriels américains, etc. Si on veut aider nos industriels de la défense, et c'est pas de dettes supplémentaires dont ils ont besoin, c'est pas d'obligations dont ils ont besoin. Ils ont déjà beaucoup de dettes, en fait. C'est d'actions. C'est que des poches puissent investir directement en actions dans les groupes qu'on ne va pas citer ici, mais qui sont bien connus. Et pour faire ça, en fait, les actions, c'est risqué. On parlera peut-être de la chute de Wall Street aujourd'hui, mais les actions, c'est risqué. Mobiliser l'épargne populaire sur les actions, c'est pas une bonne idée. Parlez-en à Bruno Le Maire, qui a fait rentrer énormément d'épargne populaire dans la Française des Jeux, qui s'est effondrée entre-temps, ou sur EDF. En revanche, allez proposer à des poches importantes, des patrimoines importants, d'investir patriotiquement en prenant leurs risques, mais en fléchant des choses intéressantes, avec peut-être des incitations fiscales. Ça, c'est intelligent. Alors. Mais en revanche, faire effectivement un livret A pour la défense, ça ne sert à rien. Il y a déjà... En tout cas, tout ça participe de l'inquiétude des Français que l'on sent, qui est permanente. Les gens en parlent beaucoup entre eux. Écoutez ces étudiantes qui ont été interrogées à Nantes et qui expriment un peu l'état d'esprit dans lequel nous nous trouvons en ce moment. On connaît plein de choses autour de nous qui sont liées à la culture américaine. Donc là, voir le modèle se renverser, c'est vrai que c'est particulièrement inquiétant pour nous. On a parlé du réarmement de l'Union européenne. Je ne dis pas qu'on va rentrer dans une guerre, etc. Mais c'est vrai que ça se posait des questions sur l'avenir des relations internationales. Puis ça questionne sur notre futur finalement. Moi je me demande, mais dans 20 ans, dans quel monde est-ce que je vais grandir? Comment sera la situation de mon pays, mais aussi de l'extérieur? Je pense pas que à mon pays, je pense aussi à comment ça va se passer à l'étranger. C'est vrai que ça fait peur et on se demande ce qu'on va devenir et qu'est-ce qu'on fera et comment ça va être. Beaucoup d'interrogations, Laetitia Guignan, des jeunes qui se disent dans quel monde on avance en réalité. Oui, ça gagne aussi les jeunes, ça gagne toute la société. Effectivement, les effets de manche de Trump, Trump a créé une grande panique dans la population parce qu'effectivement le roi est nu. On se dit, mais finalement, voilà, on est tout seul, tout nu, sans moyens pour se défendre. Aujourd'hui, du moment que le grand frère américain ou le grand-père américain n'est plus là, n'est plus forcément là. Et la question sur le réarmement, c'est aussi justement ce qui nous fait peur aussi, c'est d'avoir des politique à la hauteur. Et c'est vrai que quand on entend le discours d'Emmanuel Macron extrêmement martial, militaire, effrayant, et qu'en même temps on voit que dans les faits, en fait, ça ne se traduit absolument pas par un plan derrière, non seulement mis en application, mais pensé. Et on se dit, mais encore une fois, il y a une telle discrépance en Europe entre des gouvernants justement qui ne sont pas forcément à la hauteur et une réalité qui, elle, est très très inquiétante. Et effectivement, les menaces aujourd'hui, elles sont plurielles pour nous, pour nos sociétés, et qui pour nous défendre en réalité à nos têtes. Patrick, vous avez entendu ces jeunes? Oui, et ça m'étonne pas, mais c'est extraordinaire de voir ces jeunes qui sont là pour se former, ils veulent un métier. Nous, on croyait en la paix, et eux, il y a une grande porosité vis-à-vis de ce discours de peur, de ce discours de guerre. Et ce sont des jeunes qui sont en train de dire je travaille, je fais mes études, est-ce qu'on va rentrer bientôt dans la guerre? Et c'est ça, c'est très anxiogène, le climat que nous vivons aujourd'hui. Quand on dit ça, on se fait agonir de tous les noms. C'est très anxiogène parce que... C'est une réalité. On a fait peur au pays. On a peur, mais attendez, il n'y a pas que la France. J'entendais le Premier ministre belge ou un responsable gouvernemental belge avertir sa population en leur disant va falloir réserver, que vous mettiez des côtés des bouteilles d'eau,
des réserves, du pain, de la nourriture dans le cas où la guerre arrive. C'est la même chose qu'a dit récemment, il y a 2 ans, le secrétaire général adjoint de l'OTAN. Donc, indépendamment de savoir si effectivement on vit effectivement dans un monde difficile de guerre, de rapport de force, mais tout ce discours contribue à faire peur à une génération alors qu'effectivement elle croit à la paix. Nous, on croyait à la paix et là, ces jeunes sont en train de se dire est-ce que demain, nous ne serons pas obligés de partir à la guerre? Laetitia et Geoffroy. Effectivement, je ne pense pas que ce sont les gouvernants qui fassent peur à la jeunesse. La jeunesse, elle est... moi, j'entendais mon fils aîné qui me disait « Mais alors, s'il faut s'embarquer pour l'Europe, pour défendre nos valeurs... Hein. » Alors qu'en Suisse, personne ne fait peur à personne. Hein. Ça, c'est sûr qu'on a l'impression de vivre sur une autre planète. Et donc, non, les jeunes sont très inquiets tout seuls. Ce qui nous fait peur, en revanche, c'est la réponse de nos gouvernants, encore une fois. Et c'est vrai que Emmanuel Macron, voilà, il a la réponse qu'il a eue. Mais entre la réponse, la déclaration, le déclaratif et les actions, il y a un gouffre. Et ce gouffre-là, voilà, c'est ça qui nous effraie le plus et qui nous effraie par rapport à nos devenirs aujourd'hui en Europe. Alors, Geoffroy Lejeune, j'aurais vous entendre avant la pause. Écoutez, moi, j'ai été un peu estomaqué par le discours d'Emmanuel Macron qui faisait un peu peur aux enfants, en fait, dans un moment où surtout parlait de menaces existentielles, alors que ça n'est pas le cas littéralement. J'ai trouvé ça très cynique, en réalité, très politicien. En revanche, par contre, je m'amuse un peu que le monde découvre que le monde est méchant. C'est-à-dire que la Turquie, vous savez, quand il a démissionné de son poste de chef d'état-major des armées, le général De Villiers a écrit un livre 6 mois plus tard dans lequel il a dit attention, si on baisse notre effort de défense, on est dans un monde, il appelait ça les États-puissance, ils se réarment tous, ils sont tous très violents, enfin en tout cas, ils sont tous dans la force, et l'industrie de défense était un élément très important de leur stratégie respective. Il parlait de Taïwan, il parlait de la Chine évidemment, il parlait donc j'ai cité la Turquie. Quant aux États-Unis, la Russie évidemment, et quant aux États-Unis, ils n'ont pas attendu Donald Trump pour être méchants. Ils étaient déjà méchants sous Kennedy, sous le gentil Obama, ils étaient déjà méchants, et sous Biden, ils étaient déjà méchants. Tout ce qui peut nous arriver de néfaste de la part des États-Unis sont des choses qui existaient déjà sous Biden. Il faut rappeler, ce sont des gens, c'est un pays, c'est un empire presque qui applique l'extraterritorialité de son droit. C'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui, il y a des Français, c'est arrivé, j'en connais un personnellement, des Français qui ont été jugés et emprisonnés aux États-Unis parce qu'ils avaient fait des choses qui étaient contraires au droit américain et à l'extérieur des États-Unis en dollars.